Liberté, nous filons au cinéma, nous filons tous les deux au cinéma. D'autant qu'il fait froid, donc il faut se réchauffer. Maxime est à Rome, le Vénard, et vous nous apportez encore une fois un panier plein de suggestions. Oui, différentes suggestions. Je vais commencer déjà par le plus mauvais. Donc un film qui s'appelle Même pas peur. Alors oui. Ça n'est pas inintéressant parce que c'est une étude sociologique sur l'après Charlie Hebdo. Oui. Seulement évidemment, ça n'est fait qu'avec des universitaires, des sociologues. Ils ont pris tous les gauchos. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils ont quand même quelques lueurs par moment. Donc c'est vrai qu'ils se rendent compte qu'il y a eu une petite manipulation quand même pro-gouvernementale avec ça. C'est vrai qu'ils se rendent compte que la parole du peuple ne compte plus, ça a été complètement annihilé. Donc il y a quelques universitaires qui se rendent compte, mais ils ont des réflexes de Pavlov, c'est-à-dire dès qu'on parle de réac, facho, etc., spécialement Alain Touraine, sociologue, qui est donc c'est un film de propagande, donc ne vous laissez pas avoir, c'est dommage. Oui, c'est cher, 10 € pour de la propagande. Oui, parce qu'il y a quand même parmi ces gens des gens qui ont des éclairs de lucidité sur des constats, mais ils ne peuvent pas supporter qu'il y ait quelqu'un qui ait un constat, une analyse ou des solutions qui soient différentes. Bon, alors vite, un meilleur film, un bon film pour... Il y en a un, on en avait déjà parlé, mais il sort en ce moment, donc je vous conseille quand même le Ben Chetrit qui s'appelle Asphalte, on en avait déjà parlé, oui, absolument. Avec ces histoires de 3 couples qui se forment, de 6 personnes dans des HLM, c'est drôle, alors c'est vrai qu'il a eu une bonne presse, et moi j'encourage à aller le voir parce que c'est quelqu'un qui est très intéressant dans le cinéma français, en film d'auteur. Bon. Et puis vous êtes allé voir le Woody Allen. Ah, L'homme providentiel, le Woody Allen, qui n'est pas un chef-d'œuvre, mais qui fait partie des bons Woody Allen. Alors l'histoire, c'est tout simplement Joaquin Phoenix qui joue le rôle principal de Ab, son nom je me souviens plus de l'acteur, enfin de l'acteur du personnage, du héros, qui est un professeur de philosophie, qui est nommé dans un collège, dans une université. Il arrive auréolé de cette gloire parce que c'est un grand professeur de philosophie. Mais donc toutes les femmes lui courent après, naturellement. C'est un homme qui est en pleine dépression. Il ne sait pas pourquoi, donc il a une aventure sexuelle, il est en panne sexuelle aussi, rien ne l'intéresse. C'est simple, ni les femmes, ni la vie, ni rien. Et alors ça, c'est bien du Woody Allen. Alors c'est très bavard, hein. C'est très bavard, mais Woody Allen, ce sont toujours des choses, ça n'est pas la concierge qui parle. Hein. Il y a toujours quelque chose derrière. Non. Il doit être entre 2 séances de psy, donc effectivement, ça se ressent, c'est quand même intéressant. Et tout d'un coup, par hasard, il entend quelque chose, il veut être le justicier de quelque chose, je ne vous dis pas tout, et il a envie de commettre un meurtre. Et à partir de ce moment-là, il est bien, il retrouve un but, il retrouve goût à la vie, etc. Et ensuite ça se termine. C'est quand même du vrai Woody Allen. C'est du Woody Allen. Et ça se termine par une petite pirouette aussi où il se moque de nous, d'une certaine façon. C'est à voir. Si on aime Woody Allen, c'est à voir indiscutablement. Très bien, ça c'est un bon... Alors moi j'ai une richesse à partager. J'ai vu hier soir le Patrie, le nouveau film de Cheyenne Caron. Alors vous savez, chers amis de TV Liberté, que Cheyenne avait fait ce beau film qui s'appelle L'Apôtre, qui était le récit de la conversion d'un musulman après une rencontre avec un Français catholique qui lui répare son vélo alors qu'il n'est pas de la même religion que lui, ce qui pour un musulman est... C'était un très beau film qui a été assassiné. C'était un très beau film. Il n'a pas été assassiné, on n'en a pas parlé volontairement. Voilà. Eh bien, là, elle réitère... Alors, il a quand même bien marché en vidéo. Parce que, chers amis, les vidéos, eh bien, c'est l'arme maintenant des cinéastes indépendants. Ils peuvent vivre et refaire des films, parce que faire un film nécessite un capital. Donc si vous voulez avoir d'autres films du même cinéaste, il faut acheter ces films en vidéo pour lui donner ce petit matelas de finances. Alors, dans ce deuxième film que j'ai vu, qui est un film dur, qui s'appelle Patrie au pluriel. C'est très intéressant puisque nous avons l'histoire de 2 jeunes gens, 19 ans, à qui l'on interdit pareillement l'appartenance à une patrie et que l'on force à émigrer.
alors une émigration intérieure. Le jeune blanc doit suivre sa mère, doit quitter son village natal et ses amis pour aller vivre en banlieue parce que sa mère a enfin trouvé un travail. Et le jeune Africain, qui lui a dû quitter à 5 ans le Cameroun. Son père est mort et la mère a voulu quitter. La violence, la pauvreté et les traditions un peu trop contraignantes, voilà. Et donc il est installé là, dans sa banlieue, mais il a un malaise qu'il ne résoudra qu'en achetant son billet d'avion pour retourner au Cameroun. Alors, ce malaise est extrêmement bien vu. C'est dur parce que le jeune blanc, le jeune Sébastien, va vouloir se faire des amis dans la bande de noirs qui règne en maître, mais il y a 2 Africains qui n'entendent pas de cette oreille et qui vont cogner sur le blanc. C'est pour ça que je dis que le film est dur. En disant, nous sommes chez nous. Absolument, tu dégages. Mais cette variation sur l'identité, cette variation sur la patrie, sur le devenir de ces jeunes gens est marquée par un sens religieux. Cheyenne Caron est une baptisée. Cheyenne Caron veut transmettre une foi. Et tout le long de ces images qui sont encore une fois dures, en noir et blanc, il y a une bande-son extraordinaire sur un air religieux, magnifique, qui parle de Anima Christi, l'âme du Christ. Est-ce que c'est aussi bien fait sur le plan psychologique? Parce que c'est ça que j'avais remarqué sur celui d'avant, l'apôtre. C'était des 2 côtés, quand on en avait parlé, ça sonnait vrai. Ça sonne vrai. Elle sait trouver les très bons acteurs qui parlent vrai. Les jeunes Africains on les reconnaît, on sait très bien comment ils parlent et comment ils raisonnent. Ceux qui veulent s'intégrer, ceux qui le refusent complètement, ceux qui veulent se contenter de toucher l'argent et ceux qui veulent, qui en ont assez, qui ont assez de fierté pour vouloir trouver un travail. Encore une fois, c'est vraiment un très joli film. Assez court, 1h30, je pense. 1h54. Ah oui, donc oui, 1h54. Mais je peux vous dire qu'on ne s'ennuie pas du tout. Il y a aussi des images très belles, notamment des 2 jeunes qui descendent une rue en skate. Mais vraiment, elle fait du très beau travail. Inutile de vous dire que ce film n'est distribué qu'au Balzac à Paris à 11h du matin. Donc si achetez la vidéo. Et c'est un film en plus au sujet duquel on peut faire parler les adolescents. C'est un film magnifique à voir en famille et discuter après. Parce que bien évidemment, c'est un film étonnant, il n'y a que des femmes. Au-dessus de ces jeunes gens, il n'y a que des femmes. Ouais. Ce qui explique évidemment. Et c'est intéressant qu'il soit au Balzac. Saluons, sans donner son nom, quand même, le propriétaire de la salle, même s'il est plutôt et même un peu ou même peut-être très à gauche, d'avoir l'honnêteté. Enfin, il est très indépendant. Il est très indépendant et ça, on peut lui être gré de ne pas chercher à faire. C'est-à-dire qu'il aime le bon cinéma et le cinéma, il est à droite ou à gauche. C'est un homme de cinéma avant tout. Il est au-dessus de la mêlée. Et le Balzac est une très belle salle, je vous la recommande aussi pour les Parisiens. Magnifique. Et puis, non, à vous. À vous, Frédéric. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je n'ai même pas sûr, j'ai parlé, on a dit Asphalt. Le Caravage, oui, alors c'est un film qui est assez limité dans le temps, ça dure 1h10. Oui. C'est un film qui est sans parole. Oui. Quasiment, on n'a que quelques bruits, et c'est un film qui, à mon avis, est réservé aux aficionados, pour parler espagnol, des cavaliers et des chevaux. Si on n'aime pas l'équitation et les chevaux, c'est pas la peine d'y aller. Il l'a fait avec Bartabas. Parce que c'est absolument, c'est Monsieur Alain Cavalier, c'est quand même extraordinaire, qui est allé filmer chez Bartabas, et il disait, j'arrivais, je disais bonjour, je repartais, je disais au revoir, c'est tout. Et dans le film, il n'y a rien,
que ce cheval, qui s'appelle Caravage, hein, ça n'a rien à voir avec l'artiste peintre, le cheval qui est un cheval magnifique, alors on le voit être bouchonné à l'écurie, on le voit, on le soigne, etc. Et ensuite on le voit avec Bartabas, c'est un duo absolument fantastique pour ceux qui aiment les chevaux. Allez voir ça quand vous voyez Bartabas qui simplement avec des claquements de doigts ou de bouche, avec des bruits de bouche, lui fait faire des demi-tours, des volts, etc. C'est de la haute école, c'est fabuleux pour ceux qui aiment ça. 1h10, c'est court, mais je vous dis, il faut vraiment aimer ça. Autre film où l'on voit des chevaux et qui est un très beau film aussi, c'est L'odeur de la mandarine. Oui. Nous en avons parlé la dernière fois, mais je le redis, une atmosphère extraordinaire, de très jolies images et une histoire qui tient très bien la route. Un officier de cavalerie rentre chez lui en 1916, amputé d'une jambe. Il a besoin de l'aide d'une infirmière qui, elle aussi, est meurtrie par la guerre puisque son mari, le père de sa petite fille, a été tué. Et c'est donc l'histoire de ces deux êtres avec un troisième héros, j'ai envie de dire, un étalon magnifique, et je n'en dis pas plus, mais c'est un film excellent, des dialogues percutants, et donc allez voir L'odeur de la mandarine. Alors, il y a 2 films aussi, mais je dirais qu'un petit mot, parce qu'ils vont sortir un petit peu plus tard, en fin de mois, et puis au mois de novembre. Le premier, c'est Emma Bovary, oui. Donc on a repris du Flaubert, vu par les anglo-saxons. C'est intéressant, mais vous verrez, Emma Bovary s'ennuie. Oui. On le sait. Donc, quand on vous montre la moitié du film, comment elle s'ennuie, on commence à s'ennuyer un petit peu aussi. Mais il y a des bonnes choses. Et puis un autre qui s'appelle Les Suffragettes, et ça je reviendrai dessus, c'est quand même l'histoire des suffragettes qui en 1912 ont commencé à se battre en Angleterre. Oui. Mais on ne sait pas très bien quelle est la vérité historique dans ce film et peut-être la façon dont c'est traité. Mais enfin, n'oublions pas qu'elles ont réussi à avoir quand même le droit de vote en 1928 et que nous, toujours à la pointe du progrès des droits de l'homme, nous l'avons eu en 1944 avec De Gaulle. Oui, voilà, enfin, donc 16 ans plus tard. Enfin, est-ce que le droit de vote était un progrès ? Nous en discuterons. Si on est en démocratie, oui. Le droit de vote des femmes est... Oui. Ah non, je vous parle du droit de vote des femmes. Hein. Oui, bon, oui, si les hommes votent, je vois pas pourquoi les femmes ne voteraient pas. Comme le droit de vote est le droit d'être trompé. Ah, ça ensuite c'est autre chose. Mais au moins il faudrait être trompé par tout le monde, ou que tout le monde soit trompé. Alors... oui, mais ce qui est amusant, c'est de voir qu'on ne donnait pas le droit de vote aux femmes parce qu'elles étaient censées être moins facilement trompables, capables d'être trompées que les hommes. C'est très intéressant. Et autre chose très intéressant, la gauche a toujours milité contre le droit de vote des femmes. Oui. Et vous savez pourquoi ? Parce que ce qui était vrai à l'époque, c'est que les femmes allaient beaucoup à l'église, elles étaient catholiques, donc elles étaient dans la main des curés. Et à l'époque, l'église était à droite. Elle était à droite. Elle n'était pas dans la main des curés, elles étaient chrétiennes et donc oui, non, mais en dehors de la chrétienté, infiniment plus sages que les autres. Oui, mais en dehors de ça, c'était quand même le curé avait une grosse influence sur elle et la gauche avait peur qu'ayant une influence, elle vote à droite parce que les curés auraient dû dire vous votez pas contre la gauche franc-maçonne, laïque, etc. Donc c'est curieux que la gauche, effectivement, pour ces raisons-là, exactement comme la gauche maintenant, c'est très bien pourquoi elle est à fond pour donner de droit de vote aux immigrés. Absolument. Voilà. Il faut remplir la boîte de Pandore électorale. Un autre film que j'ai bien aimé, qui est assez gai, intelligent, Henry. Voilà, L'étudiante et Monsieur Henry. Vous voulez en parler ? Non, parce que je ne l'ai pas vu, j'ai hésité, j'en vois pas mal, mais pas celui-là encore. Je vais vous inviter à aller le voir. Les vieux sont à l'honneur, hein. les grands vieillards sont à l'honneur, puisque nous avions eu Rochefort dans Floride. Eh bien, c'est une histoire un peu similaire. Le fils de Monsieur Henry demande à une étudiante de s'installer dans son grand appartement, métro Botzaris à Paris, pour surveiller un peu son père, qui risque d'avoir des ennuis respiratoires à tout moment. Et le problème, c'est que le père est un bougon et un vieil acariâtre qui va mener la vie dure à cette jeune étudiante. Mais l'étudiante est intelligente et donc elle va faire sa place. Elle va creuser son trou et elle va s'imposer. Et bien sûr, elle va percer
la carapace de ce vieil acariâtre. Qui est interprété par Claude Brasseur, magnifiquement. Ça lui va les rôles de Bougon. Ça lui va très bien. Et c'est plein de finesse psychologique. Pourquoi Claude Brasseur est-il aussi odieux? Vous le saurez. L'effroyable, le plan machiavélique que veut faire réaliser Claude Brasseur est extrêmement bien vu et joué par Guillaume Tonquédec, qui est très bien vu aussi, très très intelligent. C'est une variation, là encore, une variation sur l'amour, sur les souvenirs de l'amour et sur le destin. Le destin qui pour Claude Brasseur est une tartine de merde et qui pour la jeune fille est encore à construire. C'est intelligent, les dialogues sont très très bons, on rit, on passe un très bon moment. Voilà. Moi je vais les voir un petit peu avant et que celui-là, je n'aime pas aller voir un film en sachant de quoi ça parle. Oui. Et j'ai eu beaucoup peur que ce film-là soit à la française, c'est-à-dire tout d'un coup, allez hop, la liaison amoureuse, machin, etc. Une partie de gens dans l'air entre le vieux et la jeune. Justement, rien n'arrive de ce qu'on pense qu'il va arriver. Très bien. Il y a toujours des contre-pieds. Intelligent. Je trouve que c'est un film très français, avec toute l'intelligence que cela bon film d'auteur français. Bon film d'auteur français, absolument. Et puis la jeune actrice est jolie comme tout à regarder. Et puis j'ai oublié beaucoup de musique. En ce moment, il y a soit des chevaux, soit de la musique. Ce qui n'est pas pour me déplaire, parce que c'est non, mais dans le cinéma, en ce moment, il y a des films intéressants comme le Woody Allen. Il y a des chevaux, sur les chevaux, il y a de la musique, et vous avez beaucoup de documentaires et beaucoup de films d'animation en ce moment. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est fou le nombre de films d'animation. Il faut que nous fassions un point sur les films d'animation, Frédéric. Moi, je ne vais pas en voir trop parce que c'est un peu pour le jeune public, donc. Oui, mais il y en a qui sont pour tout public. Il y en a qui sont pour tout public. Alors, je vais dire aux téléspectateurs que s'ils veulent lire vos chroniques, ce qui est quand même très intéressant, c'est il faut qu'ils aillent à l'Action française 2000, que l'on trouve en kiosque. Ils peuvent trouver aussi des petites chroniques sur annebrassier.fr. Et nous faisons un résumé, donc les bons films à voir, nous revenons un peu en arrière, Marguerite, L'odeur de la mandarine, L'étudiante et Monsieur Henry, Asphalte. Et L'homme providentiel. L'homme providentiel de Woody Allen. Caravage. Et enfin Patrie. Ça fait quand même un bon choix. Que vous pouvez acheter sur Internet en tapant Cheyenne Caron, tout simplement. Mais ou Patrie. Il est toujours au Balzac. Il est toujours au Balzac à 11h du matin. Voilà, il faut pouvoir. Il faut se lever tôt. Merci beaucoup. Il faut surtout ne pas travailler, Frédéric, pour aller au cinéma à 11h. Merci beaucoup, Frédéric. De rien. Pic, ami de TV Liberté. À très vite pour une autre chronique de Perles de culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique Je lis donc je suis, nous avons invité Philippe Gauthier. Bonjour Philippe Gauthier. Bonjour Anne. Pour un livre mythique qui s'appelle La Toussaint Blanche. C'est un livre qui a été publié en 1982 et qui continue à se vendre régulièrement depuis. Une histoire étonnante, cette Toussaint Blanche, laquelle Philippe Gauthier. Vous imaginez un personnage qui veut, qui en a assez des amours passagères, qui veut se fixer, et il fait passer une petite annonce. Voilà. Laquelle? Qui recherche une femme blonde aux yeux bleus. Oui. Et très bon goût. Très bon goût. Oui. Et c'est le gros scandale. Oui, parce il écrit aussi non-européenne. Non-européenne, s'abstenir. Or, qu'est-ce qu'il vient de se passer en 72? Il y a des lois. Voilà, c'est la loi du 1er juillet 1972 qui a été en fait votée en
pratiquement en catimini, le 7 juin. Loi qui est très curieuse parce que finalement, ça n'a pas été un scrutin comme d'habitude, ça a été à la main levée et on n'a jamais su exactement le nombre de députés. La main levée, c'est les processus révolutionnaires par excellence. Exact, tout à fait, tout à fait. Alors, ce n'est pas étonnant parce que cette loi, que préconise-t-elle? C'est la lutte contre le racisme, l'antisémitisme, avec, bien sûr, ce qui a été grave, c'est toutes les dérives discriminatoires qui ont été rajoutées en 75, 77, 85 et qui en fait annonçaient déjà la loi Guesso qui clôt complètement le bec au peuple français. Alors, ce jeune homme, il n'est pas tout à fait jeune, il a la trentaine. Non, oui. Il a déjà vécu. Il a déjà vécu. Ce qui est étonnant, c'est que qu'est-ce qui se passe juste après son annonce? La foudre lui tombe sur la tête. Voilà, oui. Eh bien, il a les médias. Oui, qui s'excite terriblement sur son petit procès, hein. Et donc parce qu'il est traîné en justice tout de suite. Il est traîné en justice, oui. Et alors l'agence matrimoniale au début le défend. L'a défendu. Puis finalement, comme d'habitude, c'est-à-dire que les pressions ont été telles sur elle qu'elle est obligée de laisser tomber. Oui. Et il va donc survenir un certain nombre d'événements qui vont aller de pire en pire, mais dans cette catastrophe, une femme lui répond. Voilà, exactement. Très joliment. Oui, voilà. Oui. D'ailleurs, ce sera sa femme plus tard. Hein. Et ça deviendra sa femme. Voilà. Et cette femme va comprendre que le procès qu'on fait à votre héros, Vincent Fournier, est un procès inique. Voilà, exact. Parce qu'en réalité, les musulmans choisissent pour femmes des musulmanes, les juifs choisissent pour femmes des juives. Et pourquoi les Français, ne choisiraient les catholiques, n'auraient-ils pas le choix des armes, si je puis dire? Donc, vous décrivez très très bien l'emballement urbi et orbi du système médiatique, du système judiciaire, et des conséquences sur sa vie. Voilà. Parce qu'il y a de grosses conséquences sur sa vie. Oui, il perd son emploi. Il perd son emploi et il va tout seul à la dérive au début. Tout seul à la dérive. Donc, Dieu merci, cette femme qui s'appelle... Anne, oui. Qui s'appelle Anne. Et normal, elle est blonde aux yeux bleus, elle s'appelle Anne. Il y a des schémas comme ça, caricaturaux. Et cette femme va être auprès de lui et va lui donner 2 beaux enfants. 2 enfants, voilà. Alors là, c'est là qu'intervient. J'en ai profité pour parler de l'avortement. Hein. Dans quelles conditions et pourquoi? C'était aussi le moment. Elle a sa gynécologue qui lui conseille finalement, et là ça se fait beaucoup aujourd'hui, hein, d'avorter, quoi. Sans autre raison que c'est pas mûr, que vous n'êtes pas encore prêt, qu'il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Voilà. Oui. Vous avez le sens du dialogue. Alors c'est étonnant parce qu'en fait, vous faites ces conversations qui n'étaient pas fréquentes à l'époque et qui sont devenues. Voilà. On a vraiment l'impression que votre roman anticipe sur toutes les dérives. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup d'anticipation dans ce livre. C'est un roman d'anticipation. Oui. Alors, vous imaginez aussi ce qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire des soulèvements, des actes terroristes de plus en plus fréquents et de plus en plus rudes. Voilà. Et de la part eh bien,
Il y a des heurts entre, même ça aussi c'est de l'anticipation, c'est des heurts entre musulmans, immigrés et juifs. Donc la France devient le territoire de la guerre civile. Et ce qui fait que le gouvernement français demande aux forces nord-africaines d'intervenir. Alors, avant qu'elle ne demande aux forces nord-africaines, elle demande à ses forces personnelles. Voilà. Mais que se passe-t-il dans ces forces personnelles ? Les 15% refusent de tirer contre leurs compatriotes. Voilà, puisque 15% dans l'armée est d'origine maghrébine. Voilà. Et souvent musulmane. Oui. Et ils se révoltent contre le gouvernement. Et c'est là que le gouvernement demande aux forces nord-africaines à l'époque d'intervenir. Et ce qui est curieux, c'est qu'au fur et à mesure que se développent les interventions de cette armée étrangère, le gouvernement, lui, restreint les libertés des Français, petit à petit. Si bien qu'il est le propre collaborateur de cette forme d'invasion. De sa destruction, de la destruction du pays. De sa destruction. C'est-à-dire que faire venir une armée étrangère, c'est toujours... quand elle s'impose de force, c'est déjà une catastrophe, mais alors la faire venir, c'est encore plus dangereux. Voilà, exactement. Et alors, vous filez la métaphore, et que se passe-t-il ? Et c'est là qu'on va voir la justification de votre couverture. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelle est cette couverture ? Eh bien, cette couverture a été... C'était une caricature ? C'est une caricature du Méridional de Marseille, qui est sortie quelques mois après mon livre, et qui a pas mal aidé au développement du roman à Marseille. Alors on y voit un militaire en babouche, un militaire très galonné, mais il est en babouche, donc on voit d'où il est. Il ressemble à Kadhafi d'ailleurs. Un peu, oui. Ça n'a rien à voir avec Kadhafi. Donc nous sommes à Marseille, et que fait ce militaire, donc ce général ? Eh bien, il remplace une cathédrale par une mosquée. Il remplace la Bonne Mère. Et la Bonne Mère. La Bonne Mère. Par une mosquée. Et évidemment, en 72, ça fait encore des ordres. Oui, ça surtout fait chez les Marseillais. Ordres. Voilà. Les Marseillais n'aiment pas qu'on touche à leur Bonne Mère. Oui. Ouais. Alors, on ne peut pas dire ce qui se passe à la suite, parce que je trouve que il ne faut pas tuer l'intérêt du roman, mais c'est quand même très très pessimiste. Oui, c'est pessimiste. Mais je l'ai un petit peu voulu dans ce sens, parce que, je vais vous dire, j'ai eu pas mal de lecteurs, surtout dans les milieux, disons, classiques, bourgeois, disons. Oui. Votre livre n'est pas mal, mais il est très exagéré. Partout, on me dit, enfin, pas mal. Ouais. Alors que la réalité, finalement, a bien dépassé la fiction. Voilà. Et c'est des gens qui voyaient mal le problème. Parce que, je vais dire, dans des milieux plus populaires qui lisaient mon livre, ils me disaient, oh, c'est vrai... c'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, j'en ai plein dans le métro, ou quand je vais à mon travail le matin, je suis le seul Français. Ce qu'a dit Michel Onfray sur une chaîne publique bien plus tard. Oui. Et donc, ça vient du fait que les gens ne prenaient pas assez le métro. Ils restaient dans leur petit monde. Ils restaient dans leur petit monde. Alors, la fin n'est pas très optimiste, en effet, mais je n'en parle pas. Mais vous montrez quand même des Français qui réagissent, qui se soulèvent. Voilà, qui se battent jusqu'au bout pour défendre leur terre. Leur terre, oui. Voilà. Leur sol, leur tombe et voilà. Je crois que oui, la fin, il n'y a pas de fin finalement, mais ça laisse entendre que...
qui pourrait nous arriver. Ce qui pourrait nous arriver, voilà. Nous n'en dirons pas plus, Voilà. mais vraiment je conseille aux téléspectateurs de TV Liberté de lire ce roman. D'abord, quand on entre dans ce roman, on ne peut pas en sortir, on le lit Voilà. d'une traite. Et d'autre part, un livre qui est réédité régulièrement Oui. depuis 40 ans, ça commence à faire un livre. Votre livre a le sort du Camp des Saints en réalité. Oui. Et j'ai eu quand même beaucoup de ce qui rejoint ce que vous dites. Beaucoup de mes lecteurs m'ont dit, moi j'ai lu le livre dans une nuit. C'est ça. Et on le lit. C'est tellement passionnant que ils le lisent très vite. Très très vite, oui, oui. Et puis alors vous avez, donc on le trouve partout, dans les bonnes librairies, mais aussi sur Amazon. Oui, on le trouve. Philippe Gautier, La Toussaint Blanche, Les 5 léopards. Voilà, à la librairie française. À la librairie française, bien sûr. Rue Bartholdi. Auguste Bartholdi. Voilà. À Paris. Enfin, pour tous nos téléspectateurs de province, il faut savoir que, Oui. cela dit, la librairie française agit sur Oui, Internet. oui, Donc on oui. tape et on peut, Oui, oui. on peut le commander. Et puis vous avez écrit un deuxième livre que j'ai beaucoup aimé aussi, Une nuit blanche à Honfleur. Oui, alors, c'est une nuit célèbre. C'est la nuit où les forces du Comecon entraient en Tchécoslovaquie à l'époque. Et donc, je paumais les tommettes d'un vieil escalier d'une maison en fleurs et j'écoutais la radio, ce qui m'a fait prolonger mes travaux jusqu'au petit matin. Et cela m'a donné l'occasion de repenser à cette maison que j'avais bien connue quand j'étais tout petit, dès 1940. Et puis, évoluant, j'ai continué mon livre en évoquant 1958, 1968, et je raconte pas mal d'histoires sur tout ce que j'ai vu dans ma vie. Vous êtes un témoin, Philippe Gautier. Vous êtes un témoin extrêmement lucide, avec le regard perçant. Oui, merci. Je pense à ces passages dans La Toussaint Blanche où vous dites les gens n'ont plus d'enfants mais ils ont des chiens. Oui, oui. Et il n'y a plus de race, parce que déjà, il n'y avait pas de race, Oui. mais on n'a pas un chien bâtard, on a un chien de race. Voilà. Oui. Il y a quelques pages absolument cinglantes. Vous avez un franc mépris pour un certain nombre de vos contemporains. Je ne sais pas si... Oui, peut-être. En tout cas, donc, et Une nuit blanche à Honfleur, c'est aussi chez les 5 léopards. C'est pareil, c'est aux 5 léopards. Les 5 léopards, et donc toujours sur Internet. Voilà. Merci beaucoup Philippe Gautier, donc ami de TV Liberté. Eh bien, ce petit livre plein de sagesse, La Toussaint Blanche chez les 5 léopards, roman d'anticipation qui pourrait devenir vrai. Donc, lisons ce livre. Merci beaucoup Philippe Gautier. Merci. D'être venu pour TV Merci Liberté. beaucoup. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique artistique, nous avons convié Michel Charzat, bonjour monsieur, Bonjour madame. qui va nous faire partager sa grande admiration pour le peintre André Derain. Grâce à un beau livre qu'il vient de publier, André Derain, le titan foudroyé, à la belle maison d'édition Azan. Vous avez eu une vie d'homme politique, vous avez eu une vie d'universitaire, et maintenant vous vous consacrez à cette passion de la peinture. Et comment est née cette passion pour la peinture, Michel Charzat? C'est une passion qui est ancienne,
peut-être que la famille dans laquelle je vivais était intéressée. Mon père était un peintre du dimanche, comme on dit. J'allais avec lui visiter les musées parisiens. Et puis ensuite, j'ai moi-même, à travers un certain nombre de visites dans les musées, ou plus ou autres, été amené à m'intéresser à l'histoire de l'art. Parce que c'est un dérivatif, et en même temps c'est devenu une passion. Un dérivatif par rapport à un métier qui était extrêmement prenant, et en même temps une passion qui s'est développée à travers un certain nombre de découvertes de peintres dont j'ai eu vraiment l'intuition qu'il s'agissait de peintres importants, mais qui n'étaient pas à leur juste place, qui étaient en quelque sorte déconsidérés ou déclassés par une certaine histoire de l'art. Et vous avez commencé, le premier livre que vous avez publié, La jeune peinture française. Alors qu'est-ce que c'est que cette jeune peinture ? C'est des peintres effectivement qui, au tournant du XXe siècle, enfin du XIXe et XXe siècle, ont été des peintres modernes, d'avant-garde, mais qui, dès 1910 ou 1920, ont voulu préserver le tableau de Chevalet, revenir au métier, revenir au sujet, par rapport à une avant-garde qui, d'une manière systématique, voulait aller plus loin, quitte à mettre en péril l'intégrité du tableau, au profit d'expériences, certes très intéressantes, mais qui pouvaient déboucher sur la négation de la peinture, une certaine forme d'abstraction. Jusqu'à la toile blanche. Absolument. Et donc ces peintres qui sont aujourd'hui méconnus étaient très connus en 1920, 30, 40, c'est des peintres à la mode, des peintres qui plaisaient au public. Je pense à Gromer, je pense à Charles Dufresne, je pense à Luc Albert Moreau. Ces peintres sont totalement ou largement disparus du marché et de la scène artistique parce qu'ils n'entrent pas dans les classifications qui ont été mises en place depuis maintenant plus de 50 ans, qui veulent que génération après génération, avant-garde après avant-garde, tout ce qui est venu après, tout ce qui vient après l'avant-garde est en quelque sorte déconsidéré. Il faut être toujours à l'avant-garde, sauf à être déclassé et être considéré comme quelque sorte réactionnaire, entre guillemets. Oui, c'est un peu tyrannique comme propos, oui. C'est une, comment dirais-je, c'est une tyrannie de la modernité ou du progrès pour le progrès, sachant que le progrès est évidemment une très bonne chose, sauf qu'il peut y avoir des effets pervers. Et on commence aujourd'hui à considérer que le progrès doit être, non pas remis en cause, mais doit être réévalué à l'aune des expériences du XXe siècle. C'est ce que dit votre ami Jean Clair. Oui, je pense que Jean Clair était pour moi une source d'inspiration. J'ai découvert en 1980 la grande exposition sur les réalismes au centre Georges Pompidou, qui rompait précisément avec ce discours convenu selon lequel seule l'avant-garde successive mérite l'intérêt. Il a montré qu'en 1920, 1930, en France, mais partout ailleurs en Europe, en Allemagne, en Italie, en Grande-Bretagne, il y avait un courant de retour à la figuration, de tradition moderne, certes, il ne s'agissait pas de revenir aux pompiers, mais il y avait donc une réappropriation de la tradition, une modernité traditionnelle qui a triomphé entre 20 et 30, sous le terme, très mauvais d'ailleurs, de retour à l'ordre, qui est plutôt retour au classicisme, soyons précis. Retour à l'ordre, quelle horreur! Oui, ça peut engendrer des méprises, effectivement, funestes. Pour illustrer ce propos, vous montrez bien que André Derain a rencontré Matisse au Louvre, où il copiait, comme c'était la coutume, des œuvres, les œuvres des grands, de la Renaissance, absolument. Oui. Derain lui-même copiait des peintres de la Renaissance, des primitives, du XVe, et tous les grands peintres ont été des grands copieurs, des grands amateurs du musée. Même les peintres les plus avant-gardistes, comme Picasso, ont toujours eu une grande admiration et se sont nourris de la tradition. Mais encore aujourd'hui ? Je parle des peintres de la période dont je m'occupe, si je puis dire. Peut-être qu'à partir de 1960-80, ça a changé. L'école des Beaux-Arts. Comme les Beaux-Arts, c'est ce que je vais vous dire. Effectivement, il y a eu une rupture, une coupure qui n'est pas sans effet, sans conséquence. Qu'André Derain a failli diriger. Oui, on lui a proposé le poste. On lui a proposé en 1944, c'était un peu tard. C'est son ami qui était un préfet du régime de Vichy, qui était un homme remarquable sur le plan culturel, et qui lui a proposé. Je pense que Derain a bien fait de ne pas accepter, car on lui aurait encore reproché davantage cette période.
Alors on va y venir, mais d'abord nous évoquons le peintre et tout de suite nous allons aller à Collioure. Il a peint à Collioure, il avait une maison à Collioure. Il est parti à Collioure en 1905 pendant l'été à la demande de Matisse qui est allé voir les parents d'André Derain qui ne lui donnaient pas de quoi vivre à André Derain, sinon de vivre à la maison, et donc il a convaincu les parents, car c'était un homme très respectable, il était très bien habillé, c'était un homme qui représentait en quelque sorte une sécurité, et il a convaincu les parents d'André Derain de financer 2 mois de séjour à Collioure où tous les deux, peintres, côte à côte, ont vraiment inventé le fauvisme dans une interaction, dans une collaboration amicale, féconde, très féconde, et donc on ne peut pas distinguer forcément certaines œuvres de Matisse, d'autres de Derain, car tous les deux ont travaillé quotidiennement à inventer, aller vers cette forme d'expression picturale très particulière et très originale qui était à l'époque le fauvisme. Alors comment est-ce que vous caractériseriez ce fauvisme? C'est l'expression de la sensibilité de l'artiste à travers la peinture qui est jetée sur la toile d'une manière spontanée, d'une manière sensible, sans passer par le métier traditionnel, tout en respectant les règles de la composition. Donc le fauvisme n'est pas la rupture avec le passé, mais c'est une rupture avec, en quelque sorte, l'académisme dont l'impressionnisme lui-même était devenu l'un des exemples. Il y avait une certaine vogue de l'impressionnisme et Matisse et Derain considéraient que l'impressionnisme allait conduire à l'effacement de la peinture. La peinture n'était plus suffisamment lisible. S'il y avait une évanescence, une destruction des formes, à travers ce papillonnement, à travers ce chatoiement de couleurs très séduisant, mais qui privait l'œuvre d'art d'une véritable structure, d'une véritable lisibilité. Et donc ils ont voulu revenir à une structure, ils sont passés par Seurat, évidemment, par le pointillisme, mais au-delà du pointillisme, ils ont voulu aller plus loin et ils ont inventé cette expression spontanée de la sensibilité jetée, exprimée par la couleur pure, l'art pour l'art en quelque sorte. C'est une première expérience de l'art pour l'art qui n'a plus un rapport direct avec le modèle. Il y a une transposition, il n'y a plus une imitation du sujet. Très bien. On n'a pas idée aujourd'hui, mais les impressionnistes ont été critiqués par certains quand ils ont commencé à peindre. Qui est dit, je ne sais plus, quand on s'approche d'une peinture impressionniste, on a envie de s'en éloigner, et quand on s'en éloigne, quel est le propos exact? Je connais ce propos, mais alors l'auteur m'a échappé. Peut-être c'est Matisse. Oui, quand on s'en éloigne, on ne voit plus rien. Enfin, c'était très agressif. Alors, autres paysages du Midi qui sont très belles, la vue de Cagnes et le vieux pont à Cagnes, qui sont en effet qui sont très très belles, d'une lumière extraordinaire. Il s'agit de la deuxième phase du cheminement d'André Derain, après le fauvisme, dont il voit pour lui très rapidement qu'il risque de conduire une impasse. Il refuse la doctrine, donc il veut en permanence révolutionner la peinture. Il est dans cette période extrêmement aventurier. On l'a comparé à Christophe Colomb. Gertrude Stein a dit c'est le Christophe Colomb de la peinture moderne. Il va explorer, découvrir des continents. Il va découvrir donc le fauvisme, puis le cubisme. Il a découvert l'art nègre. Mais ce sont d'autres qui vont exploiter ces découvertes. Et donc en 1910, il est avec Picasso. Il va passer l'été avec Picasso à Cadaqués. Avant, il est à Cagnes, dans le midi de la France, et il est très proche du cubisme qui va s'imposer avec Picasso et Braque. C'est une forme de cubisme. Il est le co-inventeur de la première étape du cubisme, le cubisme cézannien, avec Braque et Picasso. Et en 1910, après Cagnes, à Cadaqués, il va continuer à rivaliser avec Picasso et il va s'arrêter à son retour, considérant qu'on va détruire la peinture si on va vers cette forme d'abstraction géométrique, systématique. Et c'est là le retour au métier, dont il va être le précurseur en 1910, lequel retour au métier va triompher partout ailleurs en France et en Europe à partir de 1919-1920, après la Première Guerre mondiale évidemment, puisque cette tendance va être vraiment la tendance dominante de l'histoire artistique des années 20 et 30, le retour à l'ordre, au métier, au classicisme.
Comment expliquez-vous ce retour-là? André Derain était un homme indépendant qui réfléchissait, c'est un grand méditatif, c'est un homme d'une culture extraordinaire, et il n'était jamais content, comme tous les grands artistes, il était toujours à la recherche, et il a tenté de trouver ce qu'il appelait l'absolu, il était à la recherche de l'absolu. Ça, c'est la période fausse, la période de Collioure et de Londres, en 1905-1906. En 1908-1909, il va vers davantage de structuration, de solidité, des formes, et une palette beaucoup plus sobre. C'est la période cézannienne qui va inciter Picasso et Braque à rivaliser avec lui dans l'invention d'un nouveau langage pictural qui deviendra le cubisme. Donc il est entre 8 et 10 l'un des co-inventeurs du cubisme, et notamment grâce à sa sculpture, il a sculpté les premières statues cubistes en 1907. Donc il est quelqu'un qui va vers cette forme de géométrie et de solidité de l'œuvre d'art. Il veut représenter le sujet dans les 3 dimensions et pas dans les 2 dimensions, problème évidemment extrêmement complexe. Et il va s'apercevoir, de son point de vue, que c'est une impasse qui risque de déboucher sur l'abstraction et la disparition de la peinture. Et dès 1910, il anticipe ce fameux retour au sujet, au classicisme dont j'ai parlé, et il est à ce titre-là le parrain, entre guillemets, le grand frère de tous les peintres qui vont s'exprimer à partir de 1917-18, Modigliani, Kissling, et puis en Europe, Chirico pour l'Italie, Beckmann pour l'Allemagne. Et il est très important l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art française ne le reconnaît pas comme ses précurseurs, alors que les Italiens, que les Allemands, que les Anglais disent très clairement que Derain a joué un rôle très important dans ce retour à une forme de figuration. Alors on va le voir en regardant à l'écran le portrait de Geneviève au chapeau de paille qui est absolument. C'est un portrait effectivement qui est intemporel, tout en étant très intemporel, siècle, mais il est quand même ancré dans la période. C'est sa nièce, pour laquelle il avait une véritable adoration, qui lui a servi de modèle à partir de 1930. Et on voit très bien que Balthus a vu et même il a interprété cette posture très très particulière de la jeune fille. Et puis il y a ce portrait de sa femme qui est très beau aussi. Oui, au lendemain de la guerre, il a peint un portrait, plutôt avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, il y a un portrait d'Alice Derain qui est extrêmement pur, très proche des portraits de cette époque peints par Matisse. Et puis on pense à un Modigliani aussi. Alors Modigliani a été clairement influencé par Derain, des portraits byzantins entre guillemets de Modigliani sont en partie inspirés par Derain, qui était en quelque sorte un grand aîné. Quand Matisse rencontrait Derain, il lui disait j'ai besoin de vos conseils. Et puis alors, des peintures religieuses, ça j'ignorais aussi complètement. Alors Derain est un grand peintre de l'art sacré. Oui. Il était intéressé par tout ce qui relevait du sacré, de la transcendance. Il n'était pas religieux, il n'était pas pratiquant, catholique, mais il était très intéressé par le mystère catholique, notamment celui de transsubstantiation du vin en sang du Christ. Et il a été inspiré par ce sujet. Il y a un certain nombre de sujets qui sont traduit par ces tableaux, et notamment un tableau qui s'appelle Les Buveurs. Vous avez la scène qui est évidemment d'inspiration chrétienne, et également un tableau qui s'appelle Le Samedi, que vous allez peut-être voir. Le Samedi, absolument. Lequel samedi, c'est le vendredi saint en fait. On voit 3 personnages. Est-ce des personnages de la période en question ou de la période moderne? S'agit-il à la gauche, n'est-ce pas, d'une femme qui présente le calice ou un objet ordinaire? Au milieu, c'est une femme qui peut donner la bénédiction, et à la droite, c'est peut-être une femme qui prépare le linceul du Christ par ce travail d'aiguille. S'agit-il des 3 maris? S'agit-il des 3 maris ou s'agit-il de 3 ménagères contemporaines? Une ambiguïté. Et un missel. Et au milieu un missel, et puis des offrandes à travers cette nature morte magnifique. Absolument, oui, absolument. Et puis cette nature morte à la Bécasse égyptienne qui est absolument magnifique, dont les couleurs sont somptueuses. Et là, c'est déjà le retour à une figuration inspirée par les musées, par le primitivisme de la Renaissance. Et puis toute une partie, il adore travailler avec les ballets russes, les hommes de théâtre. Il est passionné par les arts du spectacle. Il va contribuer à l'organisation et à la création de 17 ballets. Non seulement il crée les décors et les costumes, mais il écrit des livrets.
il est passionné par la musique, il a inventé un système. Il n'a pas appris le solfège, il a inventé un système pour pouvoir interpréter Bach et Beethoven sur son orgue portatif. Et donc, qui est efficace, vous l'avez... Oui, il est toujours en place dans sa maison qui malheureusement va être vendue. Mais cette méthode... Non, je ne l'ai pas vue. Cette méthode, c'est une méthode expérimentale et pragmatique. Et donc, cet homme était passionné par les arts du spectacle, par la musique, c'était l'ami de Stravinsky, de Satie, du groupe des Six, et de manière générale par le théâtre. Il a été l'ami d'Antonin Artaud, de Barrault. Et de Cocteau. De Cocteau, bien sûr, évidemment. De Cocteau. Et cet homme, donc, n'était pas simplement un peintre doué, un peintre exigeant, un peintre... C'est un homme de la Renaissance. C'est un savant de la Renaissance. Il n'était pas de son époque. Il aurait été de l'époque de la Renaissance, il aurait été l'un des grands organisateurs des fêtes pour les princes et l'un des grands artistes, à la manière des Fouquet, à la manière des Léonard de Vinci. Pourquoi ce peintre, cet immense peintre, dès la Libération, tombe dans l'oubli Il a commencé un petit peu plus tôt. Dès 1934, il s'est retranché. Il se retranche lui-même. Il va d'ailleurs s'installer dans la grande banlieue, à Chambourcy. Son marchand, qui était Paul Guillaume, est mort et n'a plus le relais commercial que représentait donc le savoir-faire de Paul Guillaume, qui était très important. Il passe de mode progressivement. Il s'isole, il a mauvais caractère. Il critique l'art moderne, l'art contemporain plutôt. Il critique le cubisme. Il dit c'est nul, etc. Donc, progressivement, il s'isole un tout petit peu. Il a mauvais caractère. Il refuse la publicité. Il refuse la publicité, le système commercial, il ne veut pas du tout entrer dedans, il refuse les interviews, il refuse ce qu'on peut appeler le commerce et le spectacle du show business ou du business de l'art. Et cet homme, donc en 1940, qui est déjà un petit peu isolé, tout en étant extrêmement respecté et extrêmement connu, va être entraîné par un engrenage dans son funeste voyage de 1941 en Allemagne, avec d'autres artistes français. Derain a eu la malchance de voir les Allemands en juillet 40 saccager et occuper sa résidence à Chambourcy, dont je parlais à l'instant. Il a voulu la récupérer, il a fait une demande aux autorités allemandes. Bon, à l'époque, et là, il y a un chantage. Il y a un chantage. Les Allemands, on lui a dit arrêtez de réclamer une réparation. Bon, ça ne faisait pas bien pour les Allemands d'avoir saccagé évidemment la demeure de Derain, qui était un peintre très connu, et notamment en Allemagne. Donc il a fallu faire un petit chantage. On l'a convoqué, la police militaire l'a convoqué, lui a dit vous êtes juif, vous êtes anti-nazi, etc. Il n'était pas juif, mais bon, c'était un message qu'on lui a fait passer. Il a compris, il a retiré sa plainte, et puis on a fait ensuite pression par différents moyens pour le convaincre de participer à un voyage d'études, qui en réalité s'est avéré un voyage de propagande. Pour les Allemands. Mais c'était en 1941. Derain n'a pas pu se libérer de cette contrainte parce qu'il était à la fin suivi par la police militaire. Il y avait des militaires, enfin des policiers attachés à ses basques. Il ne s'est pas échappé, il n'y avait pas de maquis. Bon, on était en 1941. La Shoah, tout ça, la résistance active, ça n'existait pas, ou ça existait fort peu. Je parle de la résistance active. Et par là même, Derain a été, après 1944-1945, considéré comme collaborateur, alors qu'il n'a pas dit un mot en faveur de la collaboration politique, ni même artistique. Il s'est tu, il a compris qu'il avait fait une bêtise immédiatement, mais bon, c'était fait et il ne pouvait plus revenir en arrière. Mais les amateurs d'un art toujours plus moderne ont profité de cela pour C'était un élément. C'était un élément de son procès. Voilà, oui. Donc, on a d'un côté, disons, la légende des résistants que ne furent pas tel ou tel. Je pense à un grand peintre d'origine espagnole. Et de l'autre côté, on a la légende du mauvais français qui aurait été. Donc, c'est deux légendes qui s'entretiennent d'une manière, comment dirais-je, dialectique. Et vous êtes venu, Michel Jarza, et vous avez détruit la légende dans ce très beau livre, André Derain, le titan foudroyé. Il a en effet une corpulence de titan. Il est très puissant. C'est une force de nature. Il est puissant. 130 kilos, un appétit légendaire, un homme qui a une force herculéenne, mais en même temps un mélancolique qui est relativement faible, psychologiquement relativement faible, toujours dans le doute. Et cette dualité de sa personnalité est tout à fait fascinante.
Merci beaucoup, Michel Charzat, d'être venu et d'avoir écrit ce beau livre, André Derain, le titan foudroyé, chez Azan. Une exposition de Derain est. Oui, je pense qu'en 2017, le Musée d'art moderne de la ville de Paris va organiser une exposition Derain, Balthus, Giacometti, ces trois hommes étant des amis très proches, et je pense qu'il est tout à fait opportun de montrer les relations amicales et artistiques entretenues ces trois grands créateurs. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Merci beaucoup, Michel Charzat. C'est moi qui vous remercie. Chers amis de TV Liberté, à très vite pour une autre chronique de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique du patrimoine, nous avons invité Monsieur Loïc Boquerel, qui vient de publier un très joli livre, C'est Calvaire qui jalonne les chemins. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. D'être venu de Normandie. Tout à fait. Pour nous évoquer ce petit livre qu'a publié les éditions Saint-Jude. C'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Et pour l'énorme somme de 5 €, vous saurez tout sur les calvaires. Et en ces temps de Toussaint, eh bien, c'est une bonne chose. Alors, d'abord, déjà, cette étude des calvaires, comment vous en est venue l'idée? Alors c'est un projet un petit peu sur le long terme, puisque j'avais commencé quelques recherches en 2009, qui m'ont ensuite débouché sur une exposition de photographie en 2012 à l'abbaye d'Atrappes. Et j'ai eu envie de ne pas me contenter de faire simplement une exposition, mais d'aller un petit peu plus loin et de réunir des textes pour justement publier un petit guide. Donc l'idée au départ, c'était peut-être plutôt de faire un ouvrage de photographie avec quelques textes, et finalement on est plutôt arrivé à faire un guide avec un peu plus de textes et un petit peu moins d'images. Et donc grâce aux éditions Saint-Jude, nous avons ce petit guide qui est sorti début septembre. Alors, d'abord la couverture qui est très très jolie, première page de couverture, ce Christ qui tout simple et tout modeste, qui est comme un tronc d'arbre, oui, c'est ça. Qui n'est pas un tronc d'arbre, voilà. Mais un tronc d'arbre imité. Tout à fait. Tout à fait. C'est un calvaire qui se situe dans le Perche-Ornay, qui est aussi un hommage aux anciens combattants. Donc c'est vrai qu'il est très original avec cet arbre mort sur lequel le croix est crucifié. Oui, sur lequel il serait passé le souffle d'un obus. Un obus, tout à fait, oui. Donc c'est un calvaire très original. Et d'ailleurs, il est entouré d'obus qui le protègent par une chaîne. Tout à fait. Et ils ont même été jusqu'à imaginer les racines de l'arbre. Oui. Oui, c'est tout à fait particulier. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des calvaires de ce type. Et puis, la dernière page de couverture qui est aussi très belle, avec cette phrase que vous avez trouvée gravée, bien sûr, au pied d'un calvaire. C'est ainsi que Dieu a aimé le monde, de Saint Jean 3, 16. Et puis en dessous, chrétien, salue et souviens-toi de ne point rougir de ta foi. Là, on est très étonné parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un message pour nous. Tout à fait. Ça, c'était sur un calvaire à Moulins-la-Marche, donc là aussi dans l'Orne. Un calvaire qui est situé à un croisement routier. Donc c'est vrai que c'est particulier de voir aussi ce message affiché sur ce calvaire, gravé sur le calvaire. Pas forcément un message que peut-être beaucoup de gens lisent actuellement, mais qui a quand même son importance par rapport aux personnes qui ont la foi chrétienne. Bien sûr. Et il était coutume de se signer. Oui. Il est toujours coutume de se signer quand on passe devant un calvaire. Oui. C'est-à-dire de faire le signe de la croix. Alors, notre belle terre de France est absolument parsemée de calvaires. Oui, il y en a beaucoup, en particulier dans l'Ouest. Vous avez fait il y a un chiffre à donner. Alors il y a des chiffres qui sont partiels, j'avais 3000 pour la Bretagne. Oui, mais pour la France entière? Pour la France entière, j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est vrai que, après ça dépend aussi des départements ou des régions. Oui. Sans doute des régions où il y en a un peu plus que dans d'autres. Dans l'Ouest, il y en a beaucoup. J'ai pas le chiffre exact pour toute la France, mais effectivement... Il me semblait que vous le donniez. Non, je ne l'ai pas... Mais 3000 en Bretagne, voilà. c'est énorme. Oui.
Alors, vous commencez très intelligemment par faire une étude du mot calvaire. Oui. Et j'ai appris grâce à vous que calvaire et Golgotha, c'était même Voilà, origine, ce sont des termes même signification. effectivement équivalents, mais dans deux langues différentes, entre Voilà. le latin et l'araméen. Oui, oui. Qui signifie Qui signifie généralement crâne, ou voilà, ça désignait en fait une colline assez dépourvue de végétation, sur laquelle on plantait justement les pieux pour procéder aux crucifixions. Alors calvaire vient de l'araméen C'est ça, et Golgotha. qui a donné, oui, effectivement, le mot Golgotha pour le Christ. Voilà. Voilà. Alors, les premiers calvaires apparaissent, et c'est très intéressant, parce que c'est toute l'histoire de la progression du christianisme en France et en Europe, c'est en Irlande, C'est ça, oui. au 7e et 8e siècle. 7e, 8e siècle, oui. Auparavant, on a eu l'utilisation du symbole de la croix à partir du 3e, 4e siècle, puis ensuite l'installation de calvaire, enfin de croix, qu'on a ensuite désigné comme calvaire, effectivement. Alors, vous remontez plus loin encore, puisque vous nous parlez de la crucifixion, cette méthode de mise à mort qui a connu son apogée entre le 1er siècle avant Jésus-Christ, 1er siècle après C'est ça, Jésus-Christ. oui, pendant à peu près 200 ans. Et oui. où en particulier? C'est né où? Alors ça vient effectivement de différentes zones, enfin de différentes contrées. Pas en Grèce, les Grecs n'utilisaient pas forcément ce système-là. C'est étonnant ça. Voilà, donc les Romains bien sûr beaucoup, Oui. pour toute personne jugée indigne. Donc généralement les citoyens romains n'étaient pas concernés par ce Non, mode non, c'était d'exécution. pour les esclaves, Plutôt pour les esclaves, les rebelles, les colonisés. Oui, les traîtres, enfin voilà, effectivement. Donc c'est un système à la fois cruel pour la victime, mais aussi représentatif d'une certaine idée de la justice, puisque c'était destiné aussi à impressionner le C'était peuple. oui, très ostentatoire. Voilà, c'est oui. ça, c'est ça. Parce que généralement on laissait aussi parfois les cadavres sur place, Ouais. pour qu'ils soient dévorés par des animaux, par des bêtes sauvages. Oui. Et vous évoquez même deux formes de croix. Oui. Une petite croix, ce qui fait que le cadavre demeure à la disposition des animaux sauvages. C'est ça, voilà. Qui Des viennent- croix qui effectivement peuvent venir le manger. Oui. plus petites et puis des croix un peu plus élevées. Bon, c'est vrai que les croix plus petites c'était destinées aussi à faciliter le travail du bourreau pour accrocher justement le supplicié. Oui. Et cette coutume aussi de briser les jambes Oui, pour Faut accélérer la l'agonie. mort. Oui. par étouffement, par suffocation. Les femmes n'ont jamais été soumises à ce... Il y a peu de femmes crucifiées. Ma connaissance, il y en a peu. Peut-être y en a-t-il, mais enfin, c'est vrai que c'est souvent moins évoqué par les textes. Ouais. Mais c'est vrai que les femmes n'étaient pas forcément considérées comme des personnes à part entière, enfin, ni comme citoyennes, ni peut-être comme rebelles. Donc c'est vrai Ah oui, que vous pensez que c'est ça l'origine? peut-être. Oui, oui, d'accord. Il y avait sans doute d'autres modes d'exécution pour les femmes. Oui. Alors, ce patrimoine demeure très présent, mais il y a eu énormément de destructions. Quelles ont été les Oui. périodes de destruction? Il y a eu beaucoup de destructions, en particulier à la Révolution française, naturellement. Et même avant. Même avant, également aussi, avec les guerres de protestantisme. religion, voilà, tout à fait. Et puis après, au XXe siècle aussi, par rapport à la modernisation, à la construction de routes, au remembrement aussi parfois qui ont fait qu'on a déplacé des calvaires, des haies, enfin, etc. Donc voilà, donc les calvaires ont parfois été déplacés ou détruits. Alors, vous dites que des calvaires disparaissent parce que maintenant on fait des beaux ronds-points et on installe un camembert ou un livaro ou une vigne, enfin tous symboles qui sont évidemment éminemment spirituels. Mais alors ces calvaires sont dégagés, mais certaines personnes les rachètent pour les réinstaller chez eux. Tout à fait, voilà, il y a des personnes qui rachètent Alors, parfois sur Internet, sur Amazon, on peut taper calvaire à acheter? Non, pas encore. Non, je ne pense pas. Généralement, ça se fait plutôt par connaissance, voilà, parce qu'on oui. connaît quelqu'un qui s'en occupe. Mais il y a aussi parfois des associations historiques ou de préservation du patrimoine qui
mettent tout en œuvre pour restaurer justement ces calvaires. Souvent, les populations sont très attachées à leurs calvaires de village. Bien sûr. Donc voilà, donc ce sont soit des artisans, soit des artistes locaux qui participent à la réhabilitation des calvaires. Très récemment, il y en a encore eu certains qui ont été remis en place et sécurisés. Parce que bien souvent, ils sont en bois, donc fragiles. Oui. Donc le temps fait son œuvre et ils sont progressivement remplacés soit par des constructions en bois également, soit par des constructions en pierre. Alors, vous montrez que certains calvaires reçoivent des offrandes de fleurs, des bouquets de fleurs. Ça arrive effectivement. Voilà. Ce que nous devrions faire en fait. Tout à fait, oui, c'est vrai. Nous devrions, quand on habite dans un lieu où l'on marche, devant lequel on marche à pied sur les chemins, on devrait avoir un bouquet de fleurs à la main. D'autant plus que les calvaires généralement jalonnent un petit peu les chemins ou les chemins de procession aussi parfois, qui sont moins empruntés peut-être aujourd'hui. Mais c'est vrai. Non, ne croyez pas, les processions, les pèlerinages, ça. Il y en a encore, mais peut-être moins longues ou moins. Ça repart. Oui, mais il y en a de plus en plus. Oui. Il y en a de plus en plus. Alors, vous nous apprenez aussi qu'au Moyen-Âge, le concile de Clermont, en 1095, promulgue le caractère protecteur de la croix, ouvrez les guillemets, si quelqu'un poursuivi par des ennemis se réfugie auprès d'une croix d'un chemin, il demeurera libre comme dans une église. Voilà, tout à fait. Ça, c'est vrai qu'au Moyen-Âge en particulier, donc, il n'aurait venu à l'idée de personne de trucider quelqu'un devant une croix ou dans une église. Parce que c'était... on risquait l'enfer. Oui, tout à fait. Voilà. C'était une profanation. C'était une profanation. Très grave. Ouais. Donc, très grave. Donc les calvaires avaient aussi un rôle de protection. Ce qui montre bien le rôle extraordinairement protecteur de l'Église dans cette période que l'on dit obscure, mais parce que les historiens et une autre religion a décidé qu'elle était obscure. Mais c'est une période flamboyante. Donc se mettre à l'abri de la croix vous protège de... C'est inouï. C'est vrai que c'est un peu dans le même esprit que ce qu'on appelait la trêve de Dieu, ou les jours où on ne devait pas combattre, etc. pour les chevaliers. Donc il y avait beaucoup de journées comme ça au Moyen-Âge où justement l'Église essayait de tempérer un peu les mœurs un peu hostiles, de civiliser. de civiliser tout simplement un petit peu ces barbares qui faisaient n'importe quoi. Voilà. Vous nous montrez, dans des pages extrêmement intéressantes, les différentes formes de croix. La croix toute simple. Voilà, la croix latine toute simple. La croix latine toute simple. Oui. La croix pâtée, ça c'est très joli. Je ne savais pas que ça s'appelait comme ça. Voilà, les extrémités sont un petit peu aplaties, enfin, voilà, donne. La croix trèflée. Trèflée, forme de trèfle. Et celle, évidemment, qu'on aime beaucoup, la croix fleur de lysée. Voilà, fleur de lysée aussi, où les extrémités évoquent des fleurs de lys. Oui. Et enfin, beaucoup d'autres encore. Et puis, ces croix très, très anciennes, et en effet, j'en ai vu, je ne savais pas, qui ont des excroissances sur leurs colonnes. Et que représentent ces excroissances? Alors d'après certains, on raconte effectivement que ça représente un petit peu les bubons qu'on pouvait avoir lors de la peste. Et certains malades venaient se frotter sur la croix en espérant qu'une guérison miraculeuse allait intervenir. Donc c'est vrai que c'était pas forcément un endroit très recommandé pour les personnes saines, justement. Oui. C'est un vecteur de propagation aussi de la maladie. Donc, mais c'est vrai que ces excroissances rappellent un petit peu cette coutume. Alors, vous n'évoquez pas beaucoup la croix celtique. Non, c'est vrai. Je suis en manque. C'est vrai, puisque j'ai beaucoup photographié de calvaires en Normandie, dans ma région, et il y a assez peu de croix celtiques finalement en Normandie. Donc voilà, peut-être pourquoi ce manque dans cette guide. Je comprends bien. Mais ça pourra faire l'objet d'un deuxième tome, pourquoi pas. On va en parler aux éditions Saint-Jude. Tout à fait. On va en parler. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la dernière partie de votre livre, où vous montrez que sur maintes croix, le Christ n'est pas seul. Oui. Quelles sont les autres personnes sur cette croix? Alors effectivement, parfois on a ce qu'on appelle des calvaires monumentaux, c'est-à-dire c'est pas seulement une croix en elle-même, mais c'est aussi un monument où différents personnages sont représentés. Donc il peut y avoir la Vierge, Sainte Madeleine, etc., des apôtres parfois, ou des personnages bibliques, en particulier sur les calvaires bretons, où parfois on a un ensemble de personnages. Y compris, alors là, vous m'avez appris, cette Bretonne qui dansait, qui aimait bien danser, Catel Colette.
Elle est représentée nue parce qu'elle faisait la folle toutes les nuits. Elle aimait danser jusqu'à y perdre ses forces. Et tous les prétendants que son père lui proposait, elle les épuisait à force de les faire danser des jours et des nuits. Oui, tout à fait. Donc c'est aussi une manière de... Et bien sûr, elle est descendue en enfer. Voilà. Donc c'est aussi une manière d'édifier un petit peu le peuple qui passe devant ces calvaires et aussi de l'éduquer par rapport à l'histoire religieuse en représentant des personnes. Mais c'est très rare ça. Oui, c'est assez rare. Enfin, on en trouve encore, mais c'est vrai que c'est plus rare. C'est un monumental calvaire qui est à Plougastel, d'Oualas. Voilà. Et qui est du XVIIe. Voilà. Donc effectivement, dans le petit guide en annexe, il y a les calvaires bretons monumentaux, les principaux calvaires bretons. Voilà. Et puis donc, des calvaires plus fins encore, et ça j'avais jamais vu ça, des calvaires où qui se différencient et qui portent Saint Jean et la Vierge. Oui, aussi sur les... C'est vraiment très beau, ça. Oui, tout à fait, oui. Oui, il y a tout type de calvaire, c'est assez surprenant parfois, selon les régions aussi, selon les endroits, on ne représente pas forcément la même chose. Donc c'est vrai que c'est intéressant de les photographier, de les regarder, et parfois aussi de les comparer. Et de comprendre leur sens. Et comprendre le sens également, tout à fait. Et puis il y a toutes les croix de cimetière. Oui, c'est vrai que généralement dans chaque cimetière, il y a également un calvaire qui est présent. Il y a un calvaire et puis il y a ces croix monumentales, vous ne les avez pas répertoriées, mais on pense bien sûr aux croix de Rio. Moi je pense à la croix magnifique qui domine la vallée de Los Caídos en Espagne. Voilà, c'est ce qu'on appelle les croix de sommet en général. Des croix de sommet qui dominent toute une zone. Oui, tout à fait. Oui. Et cette croix que l'on voit quand on arrive à Madrid par avion, tous les voyageurs qui arrivent du nord à Madrid en avion voient une croix monumentale. Oui. C'est vrai que c'est une sorte de phare, ou de jalon, de repère, et de témoignage. Tout à fait, de témoignage aussi par rapport à Chrétien, salut et souviens-toi de ne pas rougir de ta foi. Tout à fait. Ah non, mais votre petit livre est une leçon, est une très belle leçon de foi et de recueillement devant ce patrimoine qui est tout à fait important. Viollet-le-Duc s'est intéressé au calvaire. Oui, effectivement, oui, tout à fait. L'éditeur a mis l'article de Viollet-le-Duc justement consacré au calvaire dans ce petit guide, et c'est vrai que c'est intéressant de relire ce qu'il a pu écrire. Et finalement, c'est très actuel. Enfin, ce qu'il note peut également servir pour les personnes qui s'intéressent à ce patrimoine religieux, peut servir de point de repère aussi. C'est-à-dire que chaque région devrait faire le relevé de ces calvaires. Oui, c'est vrai que certaines associations le font. En Bretagne, ça a été fait. En Normandie, c'est vrai que ça se fait aussi un peu, mais pas forcément partout, pas systématiquement en tout cas. Voilà. Vous invitez toutes les autres régions de France à faire ce travail. Tout à fait, à redécouvrir ce patrimoine religieux et historique important. Et découvrir aussi parfois l'histoire de famille, parce que certains calvaires ont été édifiés par des familles en remerciement d'une action. Ils ont été offerts. Voilà, tout à fait. Absolument. Et vous dites que rénover un calvaire ne coûte pas si cher que ça, entre 1 000 et 3 000 euros. Voilà, après ça dépend du calvaire, bien sûr. Ça dépend aussi généralement c'est sous forme d'association. Oui. Ça dépend de qui participe. Parfois, si on est beaucoup à participer. Si on est beaucoup à participer, en particulier si on a des artistes qui participent, ou des artisans justement qui procèdent à des travaux, c'est souvent beaucoup moins cher, effectivement. Et ça permet d'organiser aussi une cérémonie ou un événement dans un village où ceci. Et ça permet de créer du lien. Tout à fait. Ça permet de réunir les hommes et les femmes d'un village autour d'un but. Exactement. Et autour de quelque chose qui leur appartient, un patrimoine qui est à eux. Tout à fait. Et qui dit leur histoire. C'est vrai que la population est souvent très attachée à ces monuments. Très. Tout à fait. Merci beaucoup Loïc Bouquerel. Je rappelle, Loïc Bouquerel, édition Saint-Jude, ces calvaires qui jalonnent les chemins
et principalement donc en Normandie, mais aussi en Bretagne. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et alors à très bientôt pour un nouveau, J'espère. un nouvel exemplaire. Merci beaucoup Loïc Bouquerel, ami de TV Liberté. À très vite pour une autre chronique de Perles de Culture.